Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. C'est le retour de la chronique sexologie avec François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Bonjour, M. Renaud. Salut. Alors, c'est un sujet intarissable dans la relation de couple et le désir et la familiarité. Si je vous posais comme question, est-ce que quand ça fait 30 ans que tu entends le gars dans ton char dire « ça n'a pas de bon sens, les passages à piétons, c'est dangereux », puis ça dit tout le temps la même affaire, est-ce que cette espèce de perception routinière et râleuse est un atout pour la sexualité? Oui, quand on a ce qu'on appelle des croyances profondes par rapport à notre partenaire, donc avec le temps, on se fait une genre de map ou une image, une perception là, très bien ancrée de notre partenaire. Puis les choses, effectivement, qui au début pouvaient être bien cute, bien drôles, deviennent très irritants, voire très frustrants, voire ce qu'on appelle là, dans la génération Z des hicks. Donc, c'est quand on a une forte réaction comme anti-désir envers quelqu'un. Donc, effectivement, les choses qui nous tapent ses nerfs peuvent augmenter et s'amplifier là, avec les années, avec un partenaire, surtout si c'est des choses qui viennent particulièrement nous déranger. Là. J'en doute pas, mais c'est ça, c'est là toute la difficulté d'espérer maintenir le désir dans un couple et à la fois se connaître par cœur. Oui, c'est souvent, si tu veux, un genre de débat d'un fois, là, même dans notre propre communauté en tant que sexologue. Est-ce qu'il faut tout dire? Est-ce qu'il faut tout se dévoiler? Est-ce que se dévoiler fait en sorte que les gens se rapprochent? Plus on connaît quelqu'un, plus on peut l'aimer. C'est un couteau à double tranchant. Plus tu apprends à connaître quelqu'un, plus tu peux avoir des parties qui sont exclusives à votre relation. Il y a de la vulnérabilité, il y a des choses que peut-être l'autre personne n'a jamais vécues ou partagées avec d'autres personnes. Fait il y a ce sentiment-là d'exception entre nous deux. Mais être intime ne veut pas tout le temps dire qu'on a des licornes, des fleurs, là, puis un beau soleil avec de l'arc-en-ciel. Des fois, c'est des choses qu'on apprend qu'on n'aime pas finalement de notre partenaire. Mm-hmm. Mais en réalité, le vrai amour, du moins de ma perspective professionnelle, c'est que quand tu apprends à connaître vraiment quelqu'un avec ses croches, puis ses beaux côtés, puis ses mauvais côtés, puis que cette personne-là est aussi capable de faire la même chose à ton égard, puis tu es capable de passer par-dessus ces petits irritants-là qu'il peut avoir, à moins que ce soit des choses là, fondamentales qui sont contre tes valeurs ou des choses comme ça. C'est ça pour moi le vrai amour. C'est que tu es capable vraiment d'aimer la vraie personne et pas l'image que tu souhaites de ton partenaire, que ça soit vraiment une personne humaine avec des défauts, puis tu es capable de passer par-dessus ça. Mais avant même d'être capable de faire ça, généralement, il faut être capable de le faire pour soi-même. Si on n'est pas capable d'accepter ses propres défauts, on va avoir beaucoup de difficultés d'accepter les défauts, les insécurités de l'autre personne. Fait que ça part premièrement de sa propre capacité à se présenter de façon authentique et intègre pour après ça apprécier l'intégrité et l'authenticité de quelqu'un d'autre. Par contre, ça nécessite que l'autre assume aussi ses défauts. Si c'est quelqu'un qui nie, qui banalise, qui minimise ses défauts, c'est très difficile d'apprécier cette personne-là parce qu'on n'a pas l'impression qu'elle, en anglais, on appelle ça du accountability, là, je ne sais pas comment le dire en français, mais d'être responsable finalement de soi-même. Responsable pour soi-même. Si on voit que quelqu'un travaille sur ces choses-là, on a plus de facilité à apprécier même les choses des fois qui peuvent nous déranger. Mais dans une relation de couple, quel est l'ennemi numéro un pour maintenir une relation de couple en santé? C'est justement, par exemple, la première chose qui me vient en tête, c'est quand on se rencontre, on est au même endroit dans la vie, on a la même vision, on partage en tout cas, on partage des choses. Ultimement, il y a un couple peut en venir à se séparer parce que il y a un système de valeurs qui évolue. Qu'est-ce qui peut faire éclater cette symbiose dans un couple? Bien, justement, tu vois, j'en parlais avec un ami d'un ami hier, là, un party, puis tu vois, lui, il s'entend très bien avec son ex-conjointe. Par contre, ils ont réalisé qu'ils étaient juste pas compatibles. Il y a des choses qui ne cliquaient pas, puis malgré une tentative suite à une première séparation de comme vouloir quand même maintenir le lien puis de réessayer, ils ont réalisé après 2 mois, c'est comme, regarde, ça fonctionne juste pas entre nous. Mais ils l'ont fait de façon quand même très mature, ça a été réfléchi, ils ont regardé c'était quoi les problèmes, ils ont vu finalement qu'il y avait une forme d'incompatibilité. Par contre, des fois, les gens voient de l'incompatibilité là où il y a du travail à faire sur soi-même et dans le couple, et les gens qui se permettent de travailler sur ces choses-là
vont faire en sorte que des fois vont passer à un prochain niveau de la relation où, dont je parlais tantôt, l'acceptation de la réelle personne qui est devant nous. Mais les gens qui ne font pas nécessairement ce travail-là, puis qui ne se trouvent pas dans une incompatibilité profonde, comme on mentionnait, ben ça, souvent, c'est des gens qui ont l'impression d'être incompatibles, qui en réalité, ils ont juste peut-être du travail à faire sur eux-mêmes et sur le couple, en réalité. Et la présence d'enfants, au pluriel ou même au singulier, change-t-elle la donne dans les deux cas? Oui, donc c'est assez connu, là, même si on regarde les recherches, là, après, je pense que c'est 1 an d'avoir des relations, le niveau de séparation augmente drastiquement après un premier enfant. Donc, ça amène des changements au niveau des rôles. Donc, non seulement on a un rôle de amant, de amoureux et de coloc quand on habite ensemble. Là, tu rajoutes le parent comme rôle. Là, tu rajoutes des potentiels défis au niveau de on se comprend pas, ou du moins on n'est pas d'accord sur comment élever l'enfant. La gestion des émotions, ça gruge vraiment beaucoup notre capacité à gérer nos émotions, avoir des enfants. Et donc, on est plus tendu, on est plus fatigué souvent. Il y a toute la routine et on se sent souvent pris dans un tourbillon. Donc, l'impatience est vraiment au rendez-vous pour bien des parents. Et donc, ça mine vraiment beaucoup le désir. Donc, ça, c'est les attitudes, des fois, qui vont ressortir des parents. Mais il y a toute la question de l'image de la mère, l'image du père, qui peut aussi être pour certaines personnes soit un turn-off, soit un turn-on. Donc, souvent, l'image de la mère, c'est souvent quelque chose qui a tendance à réduire le désir pour les hommes dans les couples hétérosexuels, tandis que les femmes qui voient leur partenaire prendre un rôle engagé en tant que père, souvent, ça peut augmenter leur désir. Le fait de voir leur partenaire s'amuser avec les enfants. C'est fascinant, ça. Vous dites que c'est l'inverse. Oui, souvent l'inverse. Je veux dire, c'est des généralités, là, puis il y a des gens qui sont avec le contraire, évidemment. Mais ce qu'on a tendance à voir, c'est que souvent les femmes qui vont comme prendre un recul puis juste voir leur partenaire s'occuper des enfants, surtout quand ils jouent avec les enfants, ça peut vraiment être quelque chose qui va augmenter, du moins le sentiment amoureux et le désir sexuel. Par contre, un partenaire qui fait parfois des tâches qu'on considère typiquement féminins, peuvent avoir aussi l'effet inverse de j'ai l'impression finalement j'ai plus l'homme, le stéréotype masculin, viril, qui fait des affaires de gars. Ça peut avoir cet effet-là, même si les femmes des fois disent j'aimerais ça que tu t'enlèves ma charge mentale. Sois plus présent, bien sûr. Ouais. Sois plus présent, tout ça dans les tâches ménagères, quand que peut-être ils en prennent plus, ça va pas nécessairement avoir l'effet qu'ils pensent. Parfois, ça va l'avoir, évidemment. Il y en a qui sont comme, hey, mon Dieu, tu m'enlèves une charge. Ben oui, il n'y a rien de plus sexy qu'un homme rose, c'est connu. Non, mais ça. Puis, tu sais, ça m'enlève aussi la frustration, mais il y en a au contraire que c'est comme, finalement, ça vient teinter l'image que j'ai d'un homme sexy. Mais ça peut, vous avez dit, voir son amoureux, son chum, jouer son rôle de père, ça peut raviver le désir ou l'amour. Oui. Quelle est la distinction entre les deux? Oui, donc souvent les gens ont tendance à mélanger les deux. On peut être grandement amoureux de quelqu'un, mais pas du tout avoir du désir pour eux autres. Tout comme l'inverse. Je peux avoir beaucoup de désir pour quelqu'un, mais avoir aucun intérêt amoureux. Donc l'amour, c'est un sentiment amoureux, c'est l'affection, c'est la douceur, c'est la tendresse. Le désir sexuel, ben c'est est-ce que je suis excité à voir mon partenaire? Est-ce que j'ai le goût d'avoir des rapprochements sexuels avec cette personne-là? Donc, il y a beaucoup de gens qui vont faire ce que moi j'appelle de la séduction affective. Donc, ils vont se coller dans le sofa, ils vont encore se donner des petits bisous, ils vont faire des petites attentions, le petit café du matin il est fait, tu sais, on s'occupe des enfants, on pense à l'autre, on a des petites pensées, mais ils viennent me voir et sont comme, mais on n'a pas de désir. On s'entend bien, on se colle, on est affectueux, mais la sexualité passe pas. Parce qu'il n'y a plus de séduction sexuelle. Il n'y a plus les petits regards un peu coquins, la vibe ou l'atmosphère sexualisée. La simple notion de désir. Ce que vous décrivez comme des regards coquins, c'est ressentir un désir et émettre le signal qui correspond à satisfaire ce besoin-là. Oui, mais des fois aussi, juste faire le regard sans avoir le désir peut susciter le désir. Donc, les gens font aussi l'erreur de « je vais attendre que le désir se présente, puis là, je vais me mettre en mode séduction sexuelle. » Plutôt que je vais me mettre en mode séduction sexuelle, ça va créer une atmosphère sexualisée entre nous et ça va venir stimuler mon désir et celui de mon partenaire. Donc oui, des fois, le désir arrive sporadiquement, puis je peux commencer à me mettre en mode séduction sexuelle, mais des fois, il faut que je le fasse avant même de sentir le désir, créer l'anticipation positive envers moi et pour mon partenaire, pour que là, mon désir, mon excitation sexuelle commence à faire réagisse ou commence à prendre sa place dans la relation. Mais souvent,
Les gens sont juste en attente, ils sont comme, ben, j'ai pas de désir, fait que je ferai pas de move. Et c'est Donc, c'est certainement... là que ça meurt. C'est là que ça meurt. Est-ce que ça se ressuscite? Oui, parce que, tu sais, c'est comme un feu. S'il est éteint, ça veut pas dire que tu peux pas le rallumer. Mais il faut que tu ailles peut-être chercher des bûches, puis il faut que tu commences à rebâtir la petite pyramide de bois, puis aller chercher du boulot, puis tu commences tranquillement. Il y a des choses qui peuvent arriver dans un couple que vraiment, ça l'a tellement tué le désir. Il y a une forme de trahison, il y a eu une accumulation de ressentiments importants, que là, c'est très difficile, voire parfois impossible. Mais les gens qui sont juste comme un peu tombés dans les dynamiques typiques, les patterns que les gens ont comme réflexe à avoir, il suffit des fois de juste renverser la vapeur, puis ça fait en sorte que des fois, ça fonctionne très bien. Est-ce qu'on peut dire que dans une relation de couple stable, il y a beaucoup d'ententes. Vous évoquez tout à l'heure la routine avec les enfants, le quotidien, la boîte à lunch, aller chercher l'enfant à l'école, etc. Tout ça. Ces routines-là, c'est comme une entente, c'est un pacte. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Moi, je sors les poubelles, toi, tu fais la tarte. Ce genre de truc. Est-ce que, ultimement, avoir sa zone où on n'est pas que la moitié de ce couple, on est autre chose. Par exemple, je joue au hockey. Ça n'arrivera pas. Je joue au hockey et, par exemple, ça suscite chez le partenaire, j'en reviens pas comment il met ça de l'avant, puis il prend la peine d'appeler ses chums, puis d'aller jouer au hockey. Ça crée l'admiration. Est-ce que l'admiration n'est pas un sentiment qu'on devrait favoriser parce que quand on ressent de l'admiration, ça nous exclut. On admire ce que notre partenaire fait sur autre chose. Donc oui, sans admiration, c'est difficile d'avoir du désir sexuel, puis l'admiration va passer en partie par avoir une forme d'individualité dans le couple. Donc, les gens qui sont tout le temps ensemble, qui font tout ensemble, tous leurs amis, c'est des amis de couple qui font tout le temps les choses ensemble, qui n'ont pas le temps, ce que moi j'appelle des fois d'érotiser la distance. Effectivement, ça peut nuire. Quelqu'un qui a l'impression qu'il est tout le temps collé avec toi, puis des fois, tu as cette dynamique-là, tu as un partenaire qui a beaucoup de vie sociale ou d'activités à l'extérieur de la maison, à l'extérieur de la famille, puis l'autre qui fait pas grand-chose, qui est toujours à la maison, qui s'occupe toujours des enfants, qui n'a pas cette vie-là extérieure au couple ou de la maison. Souvent, ça crée des tensions de comme, mais t'es jamais à la maison, oui, mais j'aimerais ça que tu sors plus, j'aimerais ça que tu fasses plus d'activités. Fait que oui, l'individualisation dans un couple, elle est importante pour se défusionner, en fait, l'un de l'autre, pour que là, on puisse, quand on se retrouve, effectivement, trouver ce rapprochement-là au niveau du désir sexuel. Ce qui est intéressant, c'est souvent cette fusion-là va maintenir le sentiment amoureux, mais tue le désir. Et donc, trouver cet équilibre-là entre prendre une distance, avoir sa propre vie à soi-même, pouvoir admirer l'autre et laisser aussi l'autre avoir son espace, parce que des fois, les gens ont de la difficulté à laisser l'autre avoir son espace. Fait que travailler aussi sur soi par rapport à ça. Quand on se retrouve là, ça peut aller susciter le désir. Mais quand on est tout le temps ensemble, ça augmente le sentiment amoureux souvent, mais ça diminue le désir. Donc, trouver son équilibre entre ces deux choses-là est vraiment primordial. Les propos que vous venez de tenir sur cette notion il y a des gens qui sont pas à l'aise de laisser l'autre avoir des activités personnelles un peu, ça m'a amené à visualiser le contexte où apparaît peut-être souvent la violence conjugale. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous parler de ça dans votre cabinet? Est-ce qu'il y a des gens qui sont victimes de violence conjugale qui passent par le cabinet d'un psychologue ou d'un sexologue pour chercher des solutions, chercher une manière de s'en sortir? Ce qui est intéressant, c'est que dans ces profils-là, souvent, les gens ne voient pas. Quand ils nous consultent, ils ne nous voient pas nécessairement pour cette raison-là. C'est souvent notre travail à nous de leur faire réaliser parfois la violence qu'il peut avoir. Souvent, les gens qui sont dans une forme de violence, à moins d'avoir vécu parfois ou avoir été voir des intervenants quelconques, souvent, ils ne le réalisent pas parce que c'est tellement insidieux, c'est tellement fait tranquillement que on pousse toujours la limite plus loin. Et donc, quand on accepte toujours une limite plus loin, des fois, on ne réalise pas comment loin qu'on est allé. Puis ça ne s'est pas fait en 3 mois, généralement, ça s'est fait pendant des années de temps. Fait que souvent, cette personne-là réalise même plus tant le contrôle. Ça peut arriver que ces gens-là arrivent et sont comme, OK, je veux sortir de la relation, je suis dans une relation de violence conjugale. Mais souvent, c'est parce qu'ils ont lu peut-être quelque chose sur Internet, leurs amis ont commencé à dire quelque chose, mais souvent, les gens, quand ils sont dedans, ne le réalisent pas. Donc, oui, ils viennent nous consulter souvent parce qu'ils sont peut-être déprimés, ont plus de désir pour leur partenaire, ont parfois de la douleur à la pénétration quand c'est des femmes, qui sont plus capables d'avoir des érections, se sentent très isolés. Donc, viennent souvent nous consulter pour d'autres motifs originalement. Ouais. Puis là, quand on fait l'évaluation, on réalise, il y a comme une dynamique peut-être
conjugale relationnelle malsaine. Puis sans tomber nécessairement dans de la violence, des fois, on ne se rend pas nécessairement à ce point-là, un certain contrôle qu'il peut avoir, puis souvent les gens ne le perçoivent pas toujours, là, qu'il faut ressortir ces éléments. Trop souvent, la violence conjugale crée un malaise d'intervenir. Je devrais-tu dire quelque chose? Je suis au courant, ou je vois, ou je perçois, j'ai l'impression que... Puis on hésite à agir. Est-ce qu'en tant que professionnel de la santé psychologique, sexuelle, quel est votre code? Comment réagissez-vous quand vous avez cet indice-là, qu'il y a potentiellement une violence conjugale là-dedans? C'est un peu notre devoir, là, nous autres, de pointer ces éléments-là. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que tu peux pas juste dire, tu sais, à une troisième rencontre, madame ou monsieur, vous vivez de la violence conjugale en ce moment, parce que si la personne ne le voit pas, ça peut être quand même assez choquant de changer cette perception-là de leur partenaire qui souvent ont encore des émotions, des sentiments amoureux envers ces partenaires-là. Donc, il faut vraiment tranquillement leur pointer du doigt un peu certains comportements qu'on trouve malsains jusqu'à temps qu'on puisse peut-être arriver au point de « mais tu penses-tu peut-être que tu vis de la violence conjugale en ce moment? » Mais juste d'emblée d'aller de cette façon-là, souvent la personne va réagir et dire « ben non, c'est pas du tout le cas » puis il va peut-être même pas revenir. Et est-ce que cette situation-là peut se présenter avec le conjoint en cause? Dans le sens que si on est en thérapie de couple? Oui. Oui. Ça, c'est plus rare. Donc, ça, c'est là que ça rend la chose plus délicate parce que là, on n'a pas juste un client avec nous, avec qui que tout est confidentiel, puis on peut leur parler ouvertement. Si on dévoile ça dans les séances de couple ou qu'on veut peut-être prendre l'autre personne à part, on a quand même une responsabilité à la personne qui est violente. Là. Ça reste quand même notre client. Puis évidemment, des fois, les gens peuvent exagérer ce qu'ils disent. Des fois, l'autre va dire « ouais, mais toi aussi, tu fais la même chose ». Ils vont banaliser, minimiser. Fait que des fois, c'est difficile de savoir qui est vraiment violent, puis parfois, les deux peuvent être violents. Fait que ça nous met souvent mais quand même, la grosse moyenne, l'énorme moyenne, c'est l'inverse. C'est une situation qui demande beaucoup de doigté de votre part, là. Oui, tout à fait. Surtout quand on parle de violence conjugale physique, ou ce que là, tu sais, si on parle de violence conjugale physique dans la thérapie de couple, puis qu'on réalise que c'est présent, puis l'autre réagit mal, pourrait mettre fin au suivi, ça pourrait amplifier en fait la violence rendue à la maison, de commencer à dire au thérapeute, puis regarde qu'est-ce que j'avais de l'air devant eux autres. Fait que c'est très, très, très délicat comme à ce moment-là, est-ce que vous avez comment on fait. Est-ce que vous avez pour option, par exemple, de référer l'homme, par exemple, oui, ça peut arriver des deux bords, mais la grande majorité, c'est les hommes qui sont acteurs de violence, vers des groupes de gestion de la colère? Est-ce que vous allez peut-être référer votre patiente qui est avec son conjoint vers une autre ressource pour femmes en situation de violence conjugale? Oui, donc c'est quelque chose qu'on peut faire, par exemple, qu'on va peut-être avoir une consultation individuelle au téléphone ou par courriel. Je soupçonne que vous vivez de la violence conjugale. Je pense que c'est important que voici des ressources de maison, d'hébergement. Si vous avez des enfants, vous pouvez les amener. Dans le cas même de violence conjugale où il y a présence d'enfants, potentiellement aussi même appelé la DPJ. Bien sûr. Parce que même si les enfants ne vivent pas directement la violence, le simple fait qu'ils sont en présence de violence physique peut être une raison de faire un dévoilement. Même chose pour l'homme, on va peut-être effectivement lui proposer, si on est capable, puis on peut le sentir réceptif vous avez des problèmes de gestion de colère, de contrôle, etc. Un groupe contre pour la violence serait tout à fait approprié, mais il faut sentir effectivement là, cette ouverture-là là, de la personne de l'autre avant de pouvoir le proposer. Là. Puis, moi, c'est peut-être moins nécessaire. Une de mes inquiétudes. Oui, puis moi, c'est moins une inquiétude parce que je suis un thérapeute homme, mais une femme thérapeute va peut-être avoir plus de difficultés ou des mesures de sécurité, elle à prendre si elle fait ce genre de dévoilement-là en séance. Ben, j'aurais pas cru qu'on finirait par parler de ça, mais on n'en parlera jamais trop de cette violence conjugale. Oui, on en veut plus. On ne veut pas en perdre de l'année. Merci beaucoup. Merci, François Renaud. À la prochaine. François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Au revoir.